quelques chiffres pour commencer. Depuis 2019, je pense que la médecine intégrative, la santé intégrative est en train de faire de grands pas. Je vais vous le dire tout à l'heure, grâce à quelques pionniers en France. Et on commence à avoir des chiffres très intéressants sur ce rapport avec les médecines non médicamenteuses en France. En France, et c'est l'OMS qui le dit, il y a plus de 400 thérapies non médicamenteuses qui ont été recensées. On est plutôt même à 450. Donc, ce qui montre qu'il faut qu'on travaille tous ensemble sur quelles sont les bonnes, quelles sont les prouvées, les moins prouvées, etc., pour que nos patients qui nous font confiance ne soient pas perdus dans la jungle de ces thérapies non médicamenteuses. Alors, il y a 4 thérapies non médicamenteuses. Encore une fois, Jean-Noël Bagot m'arracherait les yeux en me faisant dire ça, mais l'homéopathie, encore une fois, c'est un médicament, est reconnu comme tel par l'OMS. Mais le Conseil de l'Ordre accepte en fait reconnaît 4 thérapies non médicamenteuses, c'est l'homéopathie, l'acupuncture, la mésothérapie et l'ostéopathie. 40% des Français font appel à des thérapies non médicamenteuses. En fonction des études, ça va même jusqu'à 60%, mais il y a au moins 40% des Français qui font appel à des thérapies non médicamenteuses. Et 30% des pays au monde enseignent officiellement les thérapies non médicamenteuses. En France, c'est plus compliqué, puisque même l'homéopathie vient d'être mis au banc et beaucoup de facultés de médecine ont arrêté de faire la formation, notamment des DU d'homéopathie, ce qu'on peut regretter. Donc c'est un phénomène de société, c'est un phénomène qu'il faut tenir compte, et encore une fois, il faut qu'ensemble nous travaillions pour pouvoir arriver à guider nos patients, et c'est le principe de ce cours et de ces colloques et de ces différentes manifestations qui ont lieu en France depuis plus d'un an maintenant. Alors, effectivement, on arrive actuellement à une quasi-officialisation de cette intégration. 2 livres absolument à lire quand on s'intéresse aux thérapies complémentaires, aux thérapies non médicamenteuses. On va arrêter de parler de médecine complémentaire et alternative pour parler de thérapies non médicamenteuses. Il y a le livre qui a été coordonné par Véronique Soussa et le livre qui a été coordonné par Grégory Lino. C'est 2 livres essentiels qui sont parus tous les 2 en 2019 et qui font le point sur les thérapies non médicamenteuses en France, sur celles qui sont prouvées, moins prouvées et qu'il faut promouvoir. En tout cas, ces 2 livres, le but de ces 2 livres qui ne sont pas du tout à charge contre les thérapies non médicamenteuses, c'est effectivement d'arriver à un consensus et d'arriver à l'intégration de ces 2 mondes. 3 groupes coopérateurs qui travaillent sur l'évaluation des thérapies non médicamenteuses, l'Agence des médecines complémentaires et alternatives qui est née en 2020. Vous avez le GEDCOP qui est de l'université de Nancy-Metz, c'est le groupe d'évaluation des thérapies complémentaires personnalisées et des pratiques innovantes. Et vous avez la plateforme CEPS de Montpellier qui est gérée par Grégory Lino. Le but de ces 3 plateformes, c'est d'évaluer, encore une fois, les médecines intégratives dans un but de conseil pour les soignants et les patients. Rappelons qu'effectivement, la prévalence des médecines complémentaires, on va le revoir tout à l'heure avec Jean-Noël Bagot, je vous ai dit 40% des Français ont recours à des médecines complémentaires, et quand on regarde en cancérologie, les chiffres sont encore plus importants. Et c'est un travail qui a été initié à Strasbourg avec une thèse qui a été faite par un médecin généraliste récemment. À partir de 535 questionnaires, on voit actuellement que l'incidence du recours aux thérapies non complémentaires est en train d'augmenter, et notamment 31% des patients prennent de l'homéopathie pendant les traitements du cancer. Ça veut dire que pour nous, cancérologues, 1 personne sur 3 qu'on rencontre dans notre pratique ont recours à l'homéopathie, mais globalement, plus de 60% ont recours à des thérapies non médicamenteuses, donc il faut absolument en tenir compte. Ça augmente. En 17% en 2005, on est en 2017, alors qu'on est à l'aube du déremboursement complet de l'homéopathie. Il y a 31% des patients en cancérologie qui utilisent l'homéopathie.
Quand on regarde quels sont le recours aux thérapies non médicamenteuses en cancérologie, on voit que c'est en Alsace, c'est 65%. Bon, ça dépend des régions. Dans la région parisienne, c'est plutôt la phytothérapie qui arrive en tête. Ensuite, vous avez la kinésithérapie, les vitamines, etc. Vous voyez quand même que, voilà, que c'est une incidence qui est importante et il faut absolument en tenir. Et pourquoi est-ce qu'il y a un tel recours? C'est parce que les gens sont satisfaits. Les gens sont satisfaits de l'utilisation, bon, là c'est pour l'homéopathie, mais vous voyez que 80% des gens trouvent que l'homéopathie les aide. Donc il faut arrêter de dire qu'il s'agit d'une fake médecine, d'une médecine qui ne sert à rien, c'est pas du placebo, ou alors l'effet placebo c'est une thérapeutique et il faut l'utiliser. Et ça sera une autre discussion. À quoi ça sert? Bien sûr, la perte des cheveux, je vous rassure, l'homéopathie, ça n'a jamais fait pousser les cheveux, ça se saurait. Donc forcément, bien sûr, l'homéopathie n'est pas un traitement de support pour éviter la perte des cheveux. Par contre, on retrouve des symptômes qui sont très importants en cancérologie, comme la fatigue, la douleur, les nausées, vomissements, l'anxiété, la tristesse, les diarrhées. Même les diarrhées, on va y revenir tout à l'heure avec d'autres intervenants, puisque beaucoup de nos traitements actuellement donnent des diarrhées, et donc il y a une place effectivement pour la majorité des symptômes liés à nos thérapeutiques. Voilà, quelques mots d'introduction. Je pense qu'il est 9h05 et tous ceux qui devaient se connecter, alors je ne sais plus où je vois ça, il y a 33 participants, donc tout le monde est là, donc on va pouvoir démarrer éventuellement. Et je encore remercie aux enseignants qui sont dans la salle de nous avoir rejoints dans ce beau projet. Je vais donc démarrer. Base fondamentale de la biologie du cancer. Normalement, ça fonctionne. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'une maladie génique ou tout génique, comme on a l'impression un petit peu que cette information est véhiculée actuellement en France et dans le monde, ou est-ce qu'il s'agit d'une maladie métabolique, ou finalement, comme toujours, est-ce que c'est les deux? Alors, premier message, et on va y revenir souvent, je pense, lors de ce cours, 40% des cancers pourraient être évités. C'est le message officiel de l'Institut national du cancer qu'on retrouve sur leur site internet depuis environ 2 ou 3 ans. Bien sûr, on connaît tous les règles. C'est ne pas fumer, bouger plus, manger mieux, éviter l'alcool. Cependant, ce genre d'information n'est toujours pas su, connu, intégré, métabolisé par la population. Mais effectivement, 40% des cancers pourraient être évités. Le corollaire de ça, c'est que 60% des cancers ne pourraient pas être évités. Donc, s'ils ne peuvent pas être évités, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le manque de chance? Est-ce que c'est l'infortune, etc. Et donc, il faut se poser des questions sur les causes du cancer. Est-ce que finalement, on peut encore travailler sur ces causes du cancer et essayer de trouver des moyens de l'éviter. Et c'est un peu le but de cet enseignement préliminaire pour cette journée. Il faut effectivement qu'on sache quel est notre ennemi pour arriver à essayer de le battre encore mieux de ce qu'on fait actuellement. Alors, il faut revenir sur les bases. Le cancer, c'est une maladie de la cellule et c'est la seule maladie de l'organisme qui est lié à un mauvais fonctionnement, à un dysfonctionnement de la cellule dans son entièreté. Il y a plein de maladies, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des maladies métaboliques, il y a des maladies géniques comme la myopathie, etc. À chaque fois, c'est lié à une fonction particulière de la cellule, mais ce n'est pas l'ensemble de la cellule qui est malade. Je vous rappelle qu'il y a au niveau de la cellule 4 propriétés particulières de la cellule cancéreuse. C'est une prolifération anarchique de cellules, c'est une perte de la mort programmée. Toutes nos cellules dans l'organisme sont destinées à mourir, sauf les cellules cancéreuses. C'est une perte de capacité de différation. Toutes nos cellules, sauf les cellules souches, sont destinées à fabriquer quelque chose, à fonctionner dans notre corps. Eh bien, les cellules cancéreuses, ce sont, pour parler un peu trivialement, ce sont des cellules souches qui n'arrêtent pas de se multiplier, qui ne sont plus capables de fabriquer quelque chose. Et puis, une fonction essentielle de la cellule normale, c'est l'inhibition de contact.
Si on est des êtres vivants plutôt harmonieux, c'est que nos cellules se discutent entre elles pour nous fabriquer. Et cette discussion se fait essentiellement par l'inhibition de contact. Lorsque nos organes sont touchés, sont terminés, eh bien, elles arrêtent de se diviser quand il y a le nombre de cellules, la forme de la cellule, etc. Et c'est essentiellement par le contact intercellulaire que ça se fait. Ces quatre définitions sont absolument essentielles et c'est ce qui fait qu'une cellule acquiert des propriétés cancéreuses. Rappelons quelques notions d'épidémiologie. C'est la première cause de mortalité en France. Un Français sur 3 sera atteint dans sa vie à partir de 2010. Donc c'est la maladie la plus fréquente, la maladie chronique la plus fréquente. 800 000 personnes sont en cours de traitement à l'heure actuelle. 1 500 000 survivants du cancer. C'est donc un problème socio-économique majeur et les délégués de laboratoire qui sont présents dans la salle me contrediront pas, ça devient de plus en plus cher. Certains des produits qui sont présentés aujourd'hui, c'est 5 000, 6 000 euros par mois de comprimés, donc ça devient difficile. Et il y a cette discussion autour de la prise en charge socio-économique de cette maladie. Et c'est un problème de prise en charge dans les hôpitaux. Nous ne sommes qu'à peu près 2000 cancérologues en France pour traiter 350 000 nouveaux cas par an, 800 000 personnes par an, etc. Donc ça devient effectivement un problème important d'organisation. La maladie cancéreuse, c'est plusieurs types de cancers. On pourrait dire qu'à la limite, chaque patient a son cancer. Et donc, à chaque fois, c'est une histoire différente. Alors, on essaie de faire des classifications, on va le voir tout à l'heure, mais ces classifications, elles sont opérationnelles, elles ont leurs limites, et il faut se redire, et c'est ce que nous apportent les médecines complémentaires, c'est qu'il faut traiter le patient et pas que la maladie. Et c'est à chaque fois une histoire nouvelle qui réapparaît, et c'est absolument essentiel de s'en souvenir. Donc c'est un mot pour des centaines de maladies différentes, pour des centaines de milliers de patients différents. Alors, plus de 300 000 nouveaux cas par an en France, ça double tous les 20 ans. Alors, je vous rassure, c'est en train de diminuer. La vitesse de doublement est en train de diminuer, mais effectivement, entre 1970 et 2000, 1980 et 2000 même, il y a eu 2 fois plus de cancers qu'auparavant. C'est 180 000 décès par an. C'est la première cause de mortalité en France. C'est 450, je le rappelle, 450 patients qui meurent chaque jour de cancer. 50% de guérison définitive, c'est la partie, alors c'est plutôt 55% maintenant, mais c'est la partie plutôt optimiste. Et quand on parle de guérison définitive, ce sont des patients guéris qui vont mourir d'autre chose. C'est des vraies guérisons, on ne parle pas de rémission. Mais par contre, et là aussi c'est le but de la cancérologie intégrative, c'est comment on peut guérir un cancer en réduisant de manière importante les séquelles tardives. Et on verra tout à l'heure dans la présentation de Jean-Léel Bagou qu'une des séquelles tardives les plus importantes, c'est l'inflammation du cerveau liée à la chimiothérapie qui va obérer la qualité de vie de nos patients. C'est le Nord-Pas-de-Calais, une des régions du monde à la plus forte incidence. Il y a des différences entre Dunkerque, Calais et Lille. Et pour ceux de Calais qui sont dans la salle ou qui nous écoutent, c'est Calais où il y a le centre-ville où il y a plus de cancers dans le Nord-Pas-de-Calais. Paradoxe français, c'est plus de cancers, mais survie les plus longues. C'est-à-dire que la France est un des pays où il y a le plus de cancers au monde, mais grâce à notre système de soins et notamment notre système d'assurance maladie, en fait, c'est un des pays, enfin, c'est le pays où on meurt le moins de cancers, et surtout quand on a un cancer non guérissable, en fait, on vit le plus longtemps dans les meilleures conditions. Mais ça reste une grande variabilité interindividuelle. C'est pour ça que les systèmes de classification ont leurs limites. C'est des patients qui sont au même stade, un cancer du sein, on met exactement au même stade, diagnostiqué au même moment. Chez certaines personnes, c'est la guérison, chez d'autres, c'est malheureusement le décès. Et pour l'instant, tous nos systèmes de prédiction, mais on va y revenir tout à l'heure, sont pas très efficaces pour savoir finalement si on va guérir ou pas du cancer. C'est 28% des décès chez l'homme, c'est 20% chez la femme. On retrouve la différence homme-femme qui est toujours importante. Il y a plus de décès chez l'homme que chez la femme de cancer. Et c'est un cancer. Le cancer, c'est la première cause de mortalité entre 35 et 64 ans. Donc, effectivement, ça touche des sujets jeunes,
mais n'oublions pas que c'est pédagogique, 70% des cancers surviennent après 70 ans. C'est pas tout à fait juste, c'est juste pour vous en souligner que c'est essentiellement aussi une maladie de la personne âgée. Est-ce que la fréquence et la mortalité du cancer augmentent? On l'a dit tout à l'heure, alors la fréquence oui, la mortalité et heureusement diminue de chaque année. Alors bien sûr, le cancer du poumon en 25 ans, on a augmenté de 300% la mortalité par cancer du poumon chez l'homme. On voit enfin diminuer la mortalité dans le cancer du sein, le rectum, la prostate et la thyroïde. Le cancer de l'ovaire, ça continue à augmenter malgré les nouveaux traitements. N'oubliez pas que une des premières causes du cancer, c'est le tabac et l'alcool. Mais il y a quand même de bons signaux, notamment pour la mortalité par cancer du col de l'utérin, mais c'est essentiellement à cause du dépistage et du vaccin. Et probablement, c'est le premier cancer qui va disparaître, on espère en tout cas en France, dans les années qui viennent. Et on diminue la mortalité par cancer d'estomac parce qu'il y en a moins, quoique c'est en train de réaugmenter. Et c'est surtout, quand on prend cet exemple-là, c'est lié complètement à un facteur externe, puisque maintenant 100% des foyers ont des réfrigérateurs, et donc les systèmes de conservation des aliments a changé, et c'est ce qui fait diminuer la mortalité par cancer d'estomac. C'est pas nos progrès thérapeutiques, malheureusement. Alors, quand on s'intéresse à ça, et c'est le but de cet enseignement, c'est de passer, vous allez voir, du macro au micro, et même à l'inframicro. La première chose, il y a plus de 200 ans, quand on a commencé vraiment à s'intéresser au cancer, on a essayé de savoir, la maladie a bien sûr été décrite, on l'a trouvé dans les papyrus égyptiens. Le mot cancer provient d'un mot grec qui a été défini par Hippocrate, mais c'est vraiment il y a 200 ans, au moment où la médecine est devenue une science, mais on discutera de la notion de science médicale. C'est à ce moment-là qu'on s'est intéressé sur décrire le cancer, ce qu'on vient de faire, mais essayer de comprendre d'où ça vient. Et je le dis, je m'avance peut-être un peu beaucoup, mais 90% des cancers humains sont influencés par des facteurs extérieurs. Je n'ai pas dit par là que 90% des cancers sont liés à des causes extérieures, mais le développement du cancer, on va le voir, qui est multi-étapes, qui prend énormément de temps, on y a forcément une influence des facteurs extérieurs. Il y a bien sûr les connus, le tabac, l'alcool. Fumer et boire, ça augmente de 12 fois le cancer de l'œsophage. Je vous rappelle que les 3 régions les plus touchées par le cancer de l'œsophage sont toutes dans le nord. C'est le Calvados, le Nord-Pas-de-Calais et l'Alsace. Alors, ce n'est pas les mêmes alcools, mais c'est les mêmes causes, c'est l'alcool et le tabac. Alors, en Alsace, c'est le schnapps, au Calvados, c'est le Calvados, etc. Donc voilà, donc il faut se souvenir de ça 12 fois, une augmentation de 12 fois. L'alimentation, je pense que dans la salle, il y a un peu plus de thérapeutes que de biomédicaux. Mais effectivement, l'alimentation a un rôle, à mon avis, essentiel. Alors, je fais partie des experts qui pensent plutôt que c'est 70%. Officiellement, on dit 40 à 50% des cancers seraient favorisés, en tout cas le développement de ces cancers serait favorisé par l'alimentation. Là, des additifs alimentaires, actuellement, on pense que c'est 1%. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tabac, alcool, alimentation, ça va être les facteurs prédominants pour le développement du cancer. Les virus, on en parle beaucoup, et j'ai promis de ne pas parler du Covid toute la journée, mais bon, on sera peut-être forcément obligé. Les virus, pourquoi on parle des virus et du cancer? C'est parce que dans les années, on va dire 40-50, on pensait que tous les cancers étaient liés à des virus. En fait, il y en a très très peu. C'est jamais une cause directe, c'est toujours un cofacteur de développement du cancer. Le papillomavirus et le cancer du col utérin, il y a actuellement effectivement un vaccin qui existe, qui vient d'être remboursé d'ailleurs pour les garçons, puisqu'il faut vacciner à la fois les filles et les garçons. C'est un cofacteur. Comment ça fonctionne? Le papillomavirus, c'est une inflammation, et vous allez le voir dans les quelques minutes, le cancer, c'est une inflammation, une cicatrice qui ne guérit pas. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien entre papillomavirus et cancer du col utérin. Le virus d'Epstein-Barr, l'influenza de Burkitt, etc., on va passer vite, mais finalement, il y a très très peu de cancers qui ont comme cofacteur de développement un virus. La pollution atmosphérique,
officiellement on dit 2%, c'est probablement plus, mais c'est pas 50%, ça c'est évident. Et les cancers professionnels, il ne faut pas les oublier. Bien sûr, l'amiante, et on paye à Dunkerque un lourd tribut pour l'exposition à l'amiante à cause des industries prédominantes à Dunkerque, mais aussi les ébénistes. Alors, il faut penser, par exemple, aux gens qui font de la menuiserie à titre récréatif le week-end et qui peuvent faire des cancers d'hémorroïdes. Bon, je ne sais pas si tu as vu récemment un cancer d'hémorroïdes, mais on en voit 2 fois, 3 fois dans sa carrière, donc c'est quelque chose qui est très rare, mais voilà, l'enseignement fait qu'il faut rappeler que les sciures de bois, ça peut donner par inflammation chronique des cancers de l'hémorroïde. Les procédés médicaux, il ne faut pas les oublier, la radiologie. Encore cette semaine, plusieurs personnes, plusieurs femmes qui ont un cancer du sein, il y a 10 ans. Quand je leur ai dit maintenant vous êtes guéri, vous arrêtez de faire des mammographies tous les ans, il faut le faire tous les 2 ans. Et bien non docteur, je veux faire une mammographie tous les ans. Je leur dis attendez, n'oubliez pas que les rayons ça induit des cancers. Donc il faut faire attention aussi à ça. Bien sûr, c'est beaucoup plus sécure qu'il y a quelques années, mais voilà, il faut y penser. Les procédés médicaux. Et puis il y a les facteurs psychiques. Je pense qu'on pourra en discuter beaucoup. C'est pour ça que je crois beaucoup aux médecines intégratives, parce que pour moi, le facteur psychique, je l'ai mis dans les facteurs externes, parce que c'est toujours la faute de l'autre. C'est jamais de votre faute qu'on fasse la maladie. Je me tourne vers Réginald qui est derrière moi et qui vous exposera ça tout à l'heure. Alors, le cancer, ça se prévient, comme beaucoup de maladies chroniques. Alors, il se trouve que la plupart des maladies chroniques qui existent en France et dans nos pays développés ont toutes les mêmes causes. Que ce soit le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, le cancer, c'est toutes les mêmes causes et donc on peut prévenir ces maladies. Je me permets juste de vous rappeler que prévention des cancers, prévention en général, c'est plusieurs niveaux. La prévention primaire, c'est la suppression des causes. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'avoir le cancer ? Voilà, on va y revenir également à la fin en topo. La prévention secondaire, c'est le cancer s'est mis en place. Qu'est-ce que je fais pour guérir avant qu'il devienne invasif et qu'il devienne important ? Et on peut dire que la prévention secondaire, le dépistage, le diagnostic précoce fait partie de la prévention secondaire. Et la prévention tertiaire, j'ai eu un cancer. Qu'est-ce que je fais pour éviter que ça revienne et que je sois réinséré et que je lutte contre les séquelles thérapeutiques. Le dépistage, c'est de découvrir les cancers avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils soient trop grands. Je vous rappelle qu'il n'y a que 3 cancers qui sont dépistés officiellement en France actuellement. C'est le cancer du sein par une mammographie tous les 2 ans de 50 à 70 ans. L'hémoculte, normalement tous les ans par tous les 3 ans, excusez-moi, par le cancer du côlon, c'est 3 ans, pour le cancer du côlon, et le frottis pour le cancer du col utérin. Je vous rappelle que le cancer de la prostate n'a jamais fait l'objet d'un dépistage officiel organisé, et que même à l'heure actuelle, depuis 2010, les médecins généralistes ont reçu l'ordre de ne plus faire de dépistage de cancer de la prostate. Et puis, le diagnostic précoce, c'est apprendre aux gens à s'auto-diagnostiquer un cancer le plus vite possible. Alors, on a vu les facteurs extérieurs, et puis, historiquement, ben voilà, en 1950, à partir de 1950, 60, 70, j'ai commencé la médecine en 80, c'était l'ère du tout génétique. Et on a donc dit que tous les cancers étaient d'origine génétique. Et maintenant, je vous rassure tout à fait, on fait machine arrière. La première question, est-ce qu'il y a une transmission héréditaire? Alors oui, on ne se transmet pas le cancer, sauf chez certains enfants. Ce qu'on se transmet, c'est une prédisposition à certains cancers. Encore une fois, même dans des familles où il y a beaucoup de cancers, c'est la prédisposition qui est transmise génétiquement, mais ce n'est pas le cancer en lui-même. Alors, il existe des cancers familiaux, les cancers coliques, il y a des mélanomes, il y a des cancers du sein héréditaires, on y reviendra tout à l'heure, dans le deuxième pot que je vais vous faire tout à l'heure. Puis il y a des choses un peu étranges, comme les syndromes familiaux, des tumeurs endocrines multiples. Là aussi, j'ai dû en voir 1 ou 2 dans ma carrière. Donc, c'est des choses qui sont rares. Globalement, rappelez-vous que même la prédisposition à certains cancers prouvés héréditairement, c'est entre 5 à 10% des patients.
Ces 95% sont des formes plutôt sporadiques. Alors, il y a bien sûr des cancers pédiatriques héréditaires. On n'a pas le temps d'en parler tout à l'heure, mais là, effectivement, le rétinoblastome, qui est en fait une forme de tumeur de l'œil au niveau de la rétine, lorsqu'elle est bilatérale, on sait que c'est les deux parents qui sont atteints de la maladie et qui ont transmis le gène à leur enfant. Pareil pour le néphroblastome, quand il est bilatéral. Il y a d'autres maladies comme la neurofibromatose, etc. Donc, on va passer. C'est juste pour dire que ça existe, mais que c'est pas plus que 5%, tout cancer confondu. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer on va prendre comme fil conducteur le cancer du sein. Alors pourquoi le cancer du sein? Parce que c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes et femmes confondus en France, et que c'est un vrai facteur, un vrai problème socio-économique, un problème de santé publique. Et puis c'est un paradigme, c'est un modèle pour les cancers en général. Alors, quelques données sur le cancer du sein. C'est la première cause de décès par cancer chez les femmes en France. Une femme sur 8 sera touchée par un cancer au cours de sa vie, un cancer du sein. Une réflexion que je me fais depuis 30 ans, depuis 30 ans que je fais de la cancérologie, et effectivement je me passionne pour les médecines non médicamenteuses, et je pense que une des solutions de ce questionnement viendra probablement par le biais de ces thérapies non médicamenteuses. Pourquoi? Une femme sur 8 fait un cancer du sein, ça veut dire que 7 femmes sur 8 n'en font pas. Donc il y a probablement, et on va y revenir tout à l'heure, des mécanismes d'auto-guérison qui se mettent en place. Et j'ai bien dit auto-guérison. Je pense que Regina tout à l'heure va parler d'un cancer qui s'est même guéri spontanément. On pourra y revenir effectivement. C'est un débat qu'on a aussi avec beaucoup de thérapeutes. Est-ce qu'on peut guérir spontanément du cancer? Alors, pour moi, oui, on peut guérir spontanément de certaines formes de pré-cancer ou de cancer qui ne se développeront pas, qu'on contrôlera. Un chiffre, si on faisait des autopsies à toutes les femmes de 40 ans, on trouverait dans 40% des cas des cellules cancéreuses dans leur sein. Donc ça veut dire qu'il y a 7 femmes sur 8 qui ne développent jamais de cancer du sein. Donc il y a des mécanismes d'autorégulation qui se mettent en place pour éviter que le cancer se développe. C'est près de 60 000 femmes qui chaque année se voient découvrir un cancer du sein, c'est près de 12 000 décès, et détecté à un stade précoce, il peut être guéri dans 99% des cas. 99% des cas, c'est les cancers in situ, on va voir ce que c'est. Donc on retrouve les 60 000 cas en 2015, l'âge moyen, je le rappelle, c'est 63 ans, c'est pour ça qu'on fait du dépistage entre 50 et 70 ans, puisque l'âge moyen de découverte est 63 ans. À peu près un quart sont des cancers in situ, donc non invasifs, c'est ceux qui guérissent dans 99% des cas. On va y revenir. Et 75% des cancers sont de forme infiltrante. À partir du moment où il y a une infiltration, on va voir aussi la définition dans quelques instants, eh bien, il y a un risque de mortalité potentielle. Globalement, on guérit 86%, enfin, excusez-moi, 86% des femmes qui sont en vie à 5 ans après le diagnostic. Est-ce qu'elles sont guéries? Eh ben, on ne sait pas, parce qu'en fait, 76% sont en vie en 10 ans, donc on en perd encore à peu près 10%. Et c'est pour ça qu'on ne peut dire à une femme pratiquement de manière certaine qu'elle est guérie qu'au bout de 10 ans et qu'on les contrôle et surveille pendant 10 ans. Et encore 12 000 femmes sur les 54 000 qui sont diagnostiquées en 2015 ont subi une mastectomie. Est-ce que ça va mieux pour le cancer du sein? Oui. Le taux d'incidence, vous avez le chiffre jusqu'en 2015. Alors, on a commencé à avoir les chiffres après 2015 et ça commence à baisser, ce qui est plutôt un bon signe. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous voyez que la courbe d'augmentation du nombre de cas de cancer du sein n'est pas parallèle à celle de la mortalité. On a fait des progrès, de plus en plus de progrès, et donc on arrive actuellement à guérir, et heureusement, de plus en plus de femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Une autre manière de le montrer, la courbe d'incidence qui a vraiment augmenté de manière exponentielle jusqu'en 2000 et le taux de mortalité qui a stagné jusqu'en 2000. C'est à partir de 2005-2010 qu'on commence à voir la courbe de mortalité qui commence à diminuer. Donc,
on voit que c'est un problème épidémiologique majeur. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut prévenir le cancer du sein? Vous savez qu'il y a le dépistage, mais il y a d'autres moyens d'éviter d'avoir le cancer, et on va y revenir plusieurs fois au cours de la journée dans les différents enseignements. Mais pour ça, il faut connaître les facteurs de risque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un facteur de risque de cancer? Facteur de risque, c'est si les personnes sont exposées à ce facteur de risque, elles augmentent la probabilité de faire un cancer dans sa vie. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y en a 13 exactement, mais souvenez-vous qu'il y a à peu près 13 facteurs de risque reconnus, c'est juste pour marquer les esprits. Alors, il y a des prédispositions héréditaires. C'est clair que 5 à 10% de femmes ont des prédispositions héréditaires. Mais est-ce que tous les 70 personnes qui sont en train de m'écouter savent que le tabac et la fumée passive est un facteur de risque de cancer du sein? Il y a des facteurs qui sont liés aux hormones, parce que dans la majorité des cas, le cancer du sein est lié aux hormones. Donc, première règle précoce, ménopause tardive, etc. L'âge, plus on est âgé, plus on risque de faire un cancer du sein, et plus on est âgé, plus le cancer est dangereux, malgré ce qu'on pense. Beaucoup de gens pensent encore que c'est l'inverse, c'est pas vrai. Plus on est âgé, plus on a risque de mourir du cancer. Et avoir des antécédents de maladies prolifératives du sein, être une femme, 99% des cancers du sein sont chez la femme, il n'y en a qu'1% chez les hommes, donc être une femme est déjà un facteur de risque. Mais il y a de nouveaux facteurs de risque qui sont en train d'émerger, qu'il faut faire connaître, parce qu'ils sont finalement prépondérants. La vie sédentaire, l'obésité, la consommation excessive d'alcool, l'alimentation. Ces 4 facteurs de risque-là sont des facteurs de risque qui sont a priori facilement évitables à partir du moment où on a une hygiène de vie qui devient anti-cancer. Alors, on a vu tout à l'heure les cellules. Qu'est-ce qui fait qu'une cellule est cancéreuse? On l'a vu, c'est l'anarchie, la perte d'inhibition de contact, la perte de différenciation. C'est au niveau cellulaire. Mais le cancer, c'est pas qu'une cellule. Le cancer, c'est une tumeur. C'est quelque chose qui est macroscopique. Laurence Chaussière va y revenir tout à l'heure quand elle va parler d'immunothérapie. Le cancer, les cellules cancéreuses se développent dans un organisme. Et pratiquement 90% du volume de la tumeur, ce ne sont pas les cellules cancéreuses, mais ce sont les cellules de ce qu'on appelle le micro-environnement. Le micro-environnement, c'est des vaisseaux sanguins, c'est des fibroblastes, c'est des cellules immunitaires, et forcément, les cellules cancéreuses vont se développer dans un hôte. Et donc, c'est la réaction entre l'hôte et la cellule cancéreuse qui va faire que le cancer va se développer plus ou moins rapidement et donner éventuellement des métastases. Donc, c'est une prolifération de cellules, ça on l'a vu tout à l'heure. Cette prolifération est plus ou moins rapide. On dit qu'un cancer de la prostate, ça prolifère moins vite. Effectivement, le temps de doublement d'un cancer de la prostate est très long, sur plusieurs mois. Et la forme la plus extrême de cancer, c'est le lymphome de Burkitt. C'est une tumeur des ganglions qu'on trouve chez les enfants essentiellement africains, où le lundi, le gamin n'est pas très très bien et le jeudi, il est mort. Parce qu'il y a une multiplication absolument phénoménale de lymphocytes dans les ganglions lymphatiques. Vous avez peut-être vu des photos de petits gamins qui ont un cou rempli de ganglions. C'est une maladie heureusement rare en France, mais qui existe et dont le cofacteur est un virus qui s'appelle Epstein-Barr. Donc on a effectivement des formes extrêmes et des formes très très lentes, très indolentes. Au-delà de la prolifération, ce qui fait parce qu'une tumeur bénigne va aussi proliférer, ce qui va différencier une tumeur bénigne d'une tumeur maligne, c'est la capacité d'envahir les organes, les tissus autour de l'endroit où se développent les cellules cancéreuses. On peut avoir des envahissements de la peau au niveau du cancer du sein, par exemple, des envahissements osseux, des envahissements musculaires, etc. Et donc, le fait d'envahir va faire que le chirurgien va avoir plus de difficultés à extirper la tumeur. Et puis, surtout, ce qui fait la gravité extrême de cette maladie, c'est la dissémination métastatique. Je me permets, pour faire beaucoup d'enseignements aux écoles d'infirmières et de voir le résultat des examens après, de rappeler ce que sont des métastases. Il y a 2 types de métastases. Il y a les métastases ganglionnaires. Je vous rappelle qu'un ganglion lymphatique, c'est quoi? C'est un sac qui contient des lymphocytes, des globules blancs,
des soldats blancs, comme disent les gamins, qui vont servir de filtre aussi bien à toutes les toxines, aux bactéries, aux virus, aux parasites, aux champignons, mais également aux cellules cancéreuses. Donc les cellules cancéreuses vont être capables de se déplacer, ce qui est rare, une propriété rare pour des cellules qui sont quasiment inexistantes, c'est des cellules normales. Elles vont se déplacer, elles vont être prises en charge par la lymphe et elles vont s'arrêter dans un ganglion. Les cellules cancéreuses, c'est des grosses cellules par rapport aux autres cellules et elles vont donc être coincées dans le filtre. En étant coincées dans le filtre, qu'est-ce qui va leur arriver? Soit elles sont reconnues par le système lymphatique et elles sont détruites, soit elles y sont, elles sont à peu près bien, elles se mettent à dormir et puis on n'entend plus parler parfois pendant des années, puis elles se réveillent, soit elles sont bien également, elles se trouvent les nutriments nécessaires, elles vont se multiplier et former une deuxième tumeur. Cette deuxième tumeur, c'est une tumeur fille de la tumeur mère. D'accord? Donc la métastase ganglionnaire, c'est une première forme de dissémination des cellules cancéreuses. Et puis, il y a les métastases viscérales. Les métastases viscérales, c'est pareil, c'est la cellule cancéreuse, elle est prise en charge par le système veineux. Elle va, comme c'est une grosse cellule, elle va coincer quelque part dans un organe. Et pareil, elle va être détruite, elle va s'endormir ou elle va se développer. Métastase ganglionnaire, métastase viscérale, à partir du moment où il y a des métastases viscérales, on parle en français non médical de cancer généralisé. Et à partir du moment où le cancer s'est généralisé, ça devient très compliqué d'en guérir. Alors il y a des pistes, et le docteur Danance tout à l'heure va vous parler des pistes, des techniques de radiothérapie très sophistiquées qu'on utilise notamment dans notre institut à Dunkerque. Alors schématiquement, ça donne quoi? Cancer du sein. Le sein, c'est quoi? C'est une glande, il y a beaucoup de graisse. Il y a surtout des canaux galactophoriques, des lobules. 80% des cancers du sein surviennent dans des canaux. Donc vous avez là un canal. Ce que j'explique aux patients, c'est comme une grappe de raisin, des tiges, des grappes. Là, c'est le lait qui est fabriqué, le lait éjecté. Et quand on regarde un canal normal, vous voyez que les cellules sont toutes pareilles, toutes rangées, gentiment, etc. Il y en a une qui meurt, l'autre à côté la remplace, tout va bien. Et au fil du temps, des années qui passent, il y a des anomalies qui s'accumulent dans les cellules cancéreuses, dans les cellules normales, pardon. Et d'abord, elles sont hyperplasiques, elles se multiplient, elles perdent leur capacité à être bien rangées. Ensuite, ça s'accroît. Et puis, les cellules deviennent de plus en plus bizarres. Elles se mettent à proliférer. Elles prolifèrent d'abord à l'intérieur du canal. Et c'est ce qu'on appelle le cancer in situ. Donc, il y a déjà des cellules cancéreuses. On est au niveau cellulaire. Mais il n'y a pas de risque de mort parce que les cellules cancéreuses ne peuvent pas se disséminer. Et puis ensuite, elles acquièrent une nouvelle propriété et à chaque fois, on va le voir tout à l'heure, mais à chaque fois qu'elles acquièrent une nouvelle propriété, il y a un phénomène biologique nouveau qui a été créé dans la cellule. Elles sont capables de traverser la membrane, le canal, et elles vont ensuite être capables de devenir invasives. Et à partir du moment où elles deviennent invasives, est-ce que Delphine peut... Néanmoins, je pense que en termes de performance énergétique, les diagnostics... Marie-Ève, est-ce que tu peux couper les cellules cancéreuses, elles traversent la membrane basale. J'ai rencontré un kiné de la maison des Roses Tu peux pas regarder un petit peu, donc vous avez un bouton pour couper le son de tout le monde. L'isolation au niveau des combles. Delphine, elle est où Delphine? C'est moi que je peux lui couper le sifflet, c'est bon. Le cancer devient invasif et il va être pris en charge par les vaisseaux sanguins et donc le risque c'est la formation de métastases. Alors les métastases, comme je le disais tout à l'heure, les cellules sont des grosses cellules, elles vont être coincées dans les capillaires, elles vont sortir du capillaire, se retrouver dans le tissu, dans l'environnement dont on parlait tout à l'heure. Un des endroits les plus vascularisés de l'organisme, c'est la moelle osseuse. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de métastases osseuses, notamment au niveau des vertèbres et des os longs. C'est statistique, c'est bêtement parce que c'est là où il y a le plus de vaisseaux sanguins. Et donc, elles vont soit dormir,
soit est détruite, mais certaines vont proliférer. Et c'est un phénomène très important pour la compréhension de la cancérisation et de la généralisation de la maladie, de la gravité de la maladie, c'est qu'elles vont proliférer sur place, mais elles vont arrêter de se multiplier à partir du moment où elles font à peu près, la masse de cellules fait 2 mm. Il faut qu'il y ait un nouvel événement absolument essentiel, et c'est le docteur Chevant tout à l'heure qui va vous en reparler, parce qu'il y a maintenant des traitements spécifiques pour ça. À partir du moment où il n'y a pas ce phénomène, eh bien, le développement s'arrête à 2 mm. Autrement dit, moi qui ai bientôt 58 ans, je suis bourré, excusez-moi, pas bourré, j'ai énormément de petites lésions de 2 mm dans mon corps, partout, et j'espère qu'elles resteront à 2 mm. Qu'est-ce qui fait qu'une d'elles, par hasard, ou peut-être pas si par hasard que ça, on va y revenir plusieurs fois dans la journée, va se remettre à se multiplier? Il faut qu'il y ait un événement supplémentaire qu'on appelle en français le switch angiogénique. Il y a un signal qui va se mettre en place, qui apparaît, et ce signal qui survient à partir des cellules cancéreuses va dire à des cellules normales qui sont les vaisseaux sanguins d'envoyer des nouveaux vaisseaux sanguins pour nourrir cette lésion qui fait 2 mm. Au-delà de 2 mm, la diffusion de l'oxygène, du sucre, etc. ne suffit pas pour nourrir les cellules cancéreuses. Il faut qu'il y ait ce phénomène-là pour que la tumeur puisse se remettre à croître. Aussi bien la tumeur primitive que les métastases. D'accord? Et donc, ce switch angiogénique, vous allez voir, il est essentiel dans les traitements, mais aussi dans la prévention des cancers. Le cancer, actuellement, on pense que c'est une cellule, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui devient cancéreuse. C'est un clone, c'est une cellule souche, la plupart du temps, qui déraille et qui va devenir cancéreuse. Au cours du temps, elle va se multiplier de plus en plus pour former une lésion de plus de 2 mm, en sachant que déjà à 1 mm, il y a 1 million de cellules cancéreuses, et ensuite, de manière exponentielle, si on ne fait rien pour arrêter la progression, la croissance va continuer, et à ce stade-là, par exemple, c'est 1 cm, 1 million de cellules, c'est 1 cm, on peut détecter, par exemple, par une mammographie, une tumeur qui fait 1 cm, il y a déjà 1 million de cellules cancéreuses. À partir de 1 milliard de cellules cancéreuses, on devient symptomatique, on est fatigué, on a du mal à manger, etc. Et puis, on meurt quand on n'a pas traité correctement le cancer, ou qu'on n'a pas eu de chance, on meurt quand on a 1000 milliards de cellules cancéreuses dans son corps. Un chiffre, les cellules normales dans notre corps, on n'a jamais compté jusqu'au bout, mais on estime qu'il y a 10 puissance 13 à 10 puissance 14 cellules normales dans notre corps. Donc, à partir du moment où il y a 1% de cellules cancéreuses dans notre corps, 1%, 10% en fonction des chiffres, qu'on retient pour le nombre de cellules normales, c'est à ce moment-là qu'on meurt. Il y a un déséquilibre qui se fait, alors qu'il y a c'est que 1 ou 2 ou 10% des cellules cancéreuses, on va dire 1 à 10% de cellules cancéreuses par rapport aux cellules normales. À ce moment-là, la balance énergétique devient défavorable et l'organisme perd le combat. Donc, finalement, c'est que 1 à 10% de cellules étrangères qui vont emporter le patient avec cette maladie. La question, c'est la poule ou de l'œuf. Est-ce que le cancer est d'abord à l'origine une maladie génétique ou une maladie métabolique? On va revenir un peu en arrière. Prix Nobel en 1931, découverte en fait 1911-1912, un Allemand pas très sympa, d'après ce qu'on sait sur le plan historique. C'est probablement pour ça qu'il n'a pas il n'a pas percé, et puis pendant la guerre, il n'était peut-être pas très clean. Mais il a eu une intuition, il a démontré quelque chose que beaucoup de naturopathes, de thérapeutes qui sont dans la salle connaissent. Aucune maladie, y compris le cancer, ne peut exister dans un environnement alcalin. Autrement dit, la majeure partie des maladies en fait, apparaissent dans un environnement acide. Et là, je pense que c'est quelque chose qui va faire écho à tous les thérapeutes qui sont dans la salle. Si on veut avoir une hygiène de vie correcte, il faut lutter contre l'acidification de notre corps.
Alors, comment est-ce qu'il a démontré ça? Alors, cette découverte est à l'origine, je le fais exprès de montrer le biomédical et le non médicamenteux, de deux découvertes fondamentales. Ça, c'est un TEP scanner, donc, parce que les cellules cancéreuses adorent le sucre, et si on leur injecte du sucre radioactif, eh ben, ce sucre radioactif va se fixer au niveau des cellules cancéreuses, et donc là, par exemple, tous les ganglions sont en fait cancéreux par rapport à là où c'est pas noir, où c'est blanc, s'il n'y a pas de cancer. Et puis, pour une des thérapies non médicamenteuses qui, pour l'instant, n'est pas complètement éprouvée, c'est le régime cétogène. Si on veut lutter contre le cancer, bah, arrêtons de nourrir. Et donc, on va utiliser un régime particulier qui est le régime sans sucre. Il y a certaines personnes dans la salle qui l'ont pratiqué. Elle pourra vous en parler tout à l'heure. J'ai oublié de la présenter tout à l'heure, mais je vais le faire. Le régime cétogène contre le cancer, c'est effectivement, bah, l'idée, c'est on coupe l'alimentation. Et donc, c'est 20 grammes de sucre, 20 grammes de sucre maximum par jour. C'est très compliqué à faire, mais j'espère que les centres de cancérologie intégrative, centres de médecine intégrative qui vont s'ouvrir de plus en plus en France vont pouvoir enseigner ce régime pour les gens que ça intéresse. Mais il y a de plus en plus d'informations scientifiques qui démontrent que la qualité de vie et probablement la quantité de vie augmente grâce à cette alimentation particulière. Alors comment ça fonctionne? Et là, on est vraiment dans la poule ou dans l'œuf. Vous avez ici le noyau de la cellule, les mitochondries. Je vous rappelle, les mitochondries, c'est les usines d'énergie de nos cellules. S'il n'y avait pas les mitochondries, pas de vie. Alors, pour la petite histoire, probablement que tout ça, ça vient d'un virus qui s'est transformé en bactéries, que ces bactéries sont transformées en cellules. Mais dans notre cellule normale, notre carburant, c'est le sucre, et le sucre va brûler et fabriquer de l'eau et du gaz carbonique grâce à l'oxygène. Et c'est ce qu'on appelle le cycle oxydatif, la phosphorylation oxydative. Pour les anciens étudiants en sciences de la santé, c'est l'enfer, c'était le cycle de Krebs, que jamais personne ne se souvient complètement, mais c'est ça la base de notre énergie, c'est 90% de sucre qui est brûlé dans nos cellules grâce à l'oxygène. Et il y a 10% qui sont utilisés sous forme anaérobie, sans oxygène, c'est ce qu'on appelle la glycolyse. Et bien la cellule cancéreuse, c'est l'inverse. 60% est lié on brûle, entre guillemets, on brûle plus le sucre, on l'utilise de manière différente, et que 40% c'est brûlé. Et les expériences de Warburg étaient absolument phénoménales. Quand il prenait un noyau de cellules cancéreuses et qu'il le mettait dans une cellule normale, il n'y avait pas de cancérisation. Quand il mettait les mitochondries d'une cellule cancéreuse dans une cellule normale, il y avait cancérisation. Donc, d'où la question, est-ce que ce n'est pas la mitochondrie qui serait la première cause du cancer et pas les gènes? Alors, expliquer autrement, quand vous faites du sport, tant que vous êtes en aérobie, vous consommez du glucose dans le cycle de Krebs, tout fonctionne, vous fabriquez de l'eau et du gaz carbonique, et surtout, cette molécule qu'on retrouve très souvent ensuite dans la thérapeutique de ce qu'on va vous expliquer tout à l'heure, l'ATP, ça fabrique 36 ATP par molécule de glucose. Mais si vous poussez un peu trop fort, si vous courez un peu trop vite, si vous n'arrivez plus à respirer, vous allez passer, comme dans une cellule cancéreuse, en glycolyse. Et au lieu de fabriquer de l'oxygène et du gaz carbonique, vous allez fabriquer de l'acide lactique et seulement 2 molécules d'ATP par glucose consommée. C'est ce qu'on appelle la fermentation anaérobie. Un des grands cancérologues qui connaissent beaucoup de thérapeutes, un cancérologue connu en France, qui est Laurent Schwartz, qui est un Alsacien comme moi, et qui a développé le régime Schwartz que beaucoup de nos patients suivent ou essaient de connaître, et est un spécialiste de cet effet Warburg. Et dans ses conférences, il donne l'exemple du chameau et de la choucroute, un plat de chez nous. La choucroute, c'est de la fermentation, c'est du chou fermenté, c'est exactement ce qui se passe dans le chou. Et dans le chameau, qui a 2 bosses,
c'est parce que moi, je pensais, depuis 58 ans, je pensais que c'était de la flotte qui était dans les bosses du chameau, mais en fait, c'est de la graisse. Et cette graisse, elle est transformée effectivement par ce système-là en sucre lorsque le chameau n'a plus à boire ni à manger. Donc ce système-là, c'est la sécurité de la cellule. C'est un système qui se met en place, la cellule se met en mode sauvegarde et va continuer à vivre grâce à son lien. Le seul problème, c'est que le lactate, donc ce qui va acidifier l'acide lactique, qui va acidifier la tumeur et son micro-environnement, va avoir un effet sur le développement des cellules cancéreuses. Avec tout ça, ça augmente la mobilité de la cellule, ça augmente les avantages de la survie, ça augmente le nombre de métastases, ça augmente la résistance à la chimiothérapie. Ce truc-là, c'est absolument terrifiant pour le développement du cancer. Et donc, on peut se poser des questions, et ça, c'est une question qui m'intéresse, qui va nous passionner en tant que cancérologie intégrative, c'est comment est-ce qu'il y a un rôle de ces thérapies non médicamenteuses dans la diminution de l'acidification globalement du corps, et donc, par là, de réduire le risque de développement du cancer. C'est pour moi un axe de recherche essentiel dans les années qui viennent en cancérologie intégrative. Ce que je raconte là, c'est que l'alimentation, le premier responsable de l'acidification de notre organisme, c'est notre alimentation. C'est la sédentarité et l'alimentation. Et c'est Hippocrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui disait déjà que ton alimentation soit ta première médecine. Alors, on va se dire, voilà, le problème est réglé, l'œuf, c'est le métabolisme. Eh bien, pas forcément. Pourquoi? Parce que ça peut aussi être le gène. Une cellule normale, j'ai mis ce schéma pour vous réexpliquer rapidement le noyau, le cytoplasme, la membrane. Beaucoup de gens pensent que le cerveau de la cellule, c'est le noyau. Probablement que c'est la nouvelle biologie qui dit que c'est la membrane qui est le cerveau de la cellule. Le noyau, c'est juste de la mémoire. Et normalement, il y a des antennes. Une information qui passe, vous allez revoir tout à l'heure avec le topo de Tatiana Seban, et cette information va donner des informations au noyau qui va dire tu te multiplies, tu prolifères, etc. Une cellule cancéreuse, c'est ça. C'est des antennes qui se sont multipliées, des noyaux qui sont devenus complètement anarchiques, et des informations qui passent tout le temps. La question, c'est comment ces antennes prolifèrent, etc. Eh bien, c'est lié au fait que, de manière tout à fait naturelle, une cellule se divise à peu près 14 fois, et bien pendant ces 14 cycles cellulaires, la cellule va être obligée de fabriquer du nouvel ADN, et à chaque fois, elle accumule à peu près 15 000 erreurs par cycle dans son ADN. Soit dans la vie de la cellule, 225 000 erreurs qui sont accumulées de manière tout à fait naturelle et complètement liées au hasard. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Non seulement il va y avoir la nature qui fait que 250 000 erreurs dans l'ADN s'accumulent, mais vous avez aussi tous les facteurs extérieurs qui vont augmenter, notamment par la fabrication des radicaux libres, augmenter le nombre d'erreurs dans l'ADN. L'inflammation, le métabolisme, on l'a vu, le fait de fumer, les rayonnements, la pollution de l'air, des UV, de l'alimentation, etc. L'alimentation, c'est via le métabolisme, va augmenter le nombre d'erreurs. Donc, vous avez déjà les erreurs naturelles et vous avez des erreurs qui sont liées à notre mode d'environnement qui vont augmenter le nombre d'erreurs dans notre ADN. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez avoir un phénomène qui est d'abord une initiation. Les cellules sont capables de donner des cellules cancéreuses, elles sont initiées. Vous accumulez de plus en plus d'erreurs dans le génome, d'informations erronées dans le génome. La cellule est promue, elle va augmenter, elle va proliférer un peu plus. Et puis, encore des erreurs qui s'accumulent, vous allez avoir ce qu'on appelle la progression. Les cellules, elles deviennent de plus en plus fréquentes, former une tumeur, des métastases, etc. Alors, tout ça, c'est des signaux chimiques, c'est des récepteurs aux hormones, c'est des récepteurs au système de régulation interne du corps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces erreurs s'accumulent de plus en plus, et beaucoup de biologistes du cancer pensent qu'il faut 13
accumulation d'erreurs successives pour tuer la personne. Alors 13, c'est aussi un chiffre pédagogique. C'est entre 10 à 15 événements biologiques dans la vie de la cellule, la vie de cet organe qui est une tumeur, pour que finalement elle fabrique 1 milliard de cellules, 1% de cellules cancéreuses par rapport aux cellules normales qui finissent par tuer les patients. Donc c'est un processus qui est très très long. Et ce qui nous a, à mon sens, admis en erreur, c'est que à partir des années 50, à partir du moment où on a découvert l'ADN, les gènes, les oncogènes, les gènes, etc., toute la recherche s'est mise sur ça. On a dit, ben voilà, on a trouvé la cause du cancer, on a trouvé l'œuf du cancer, on va tout miser sur les gènes. Et effectivement, c'est un phénomène important. On a décrit des oncogènes et des anti-oncogènes. On a à peu près 120 vrais oncogènes et anti-oncogènes, il y en a plutôt probablement 300. Il y a 300 gènes dans notre génome qui en contient 20 000, qui sont pro-cancérigènes. 300, à peu près, retenez le chiffre de 300. Et parmi ces gènes, il y en a qui vont accélérer, qui sont des accélérateurs naturels, mais qui font défaut dans la cellule cancéreuse, ou qui sont des freins. Vous avez la voiture, elle peut s'emballer de deux manières, soit parce que l'accélérateur est bloqué, il n'y a plus de limite, on avance de plus en plus et de plus en plus vite, soit c'est le frein qui ne fonctionne plus et la voiture est lâchée. Et vous avez cet équilibre entre des gènes qui sont, encore une fois, des gènes normaux mais qui deviennent anormaux dans la cellule cancéreuse, et c'est ce déséquilibre qui va faire que la cellule prolifère de plus en plus, devient de plus en plus cancéreuse, que la tumeur progresse et que finalement la personne meurt. Pendant longtemps, on a donc dit que c'est la faute des gènes, et c'est que tout récemment, et Tatiana Seban vient d'arriver dans la salle, elle va nous expliquer que tout à l'heure, non, le cancer, c'est aussi lié à un problème d'information. Et c'est cet arbre-là que vous avez à droite de l'écran, qui en fait s'appelle le kinome, c'est le système d'information, le système nerveux périphérique de la cellule, si vous considérez que le noyau c'est le système nerveux central, ben vous avez un système nerveux périphérique qui est un système de cascade enzymatique qui va en fait permettre à la peau, la cellule qui est à l'extérieur, avec ses récepteurs, de discuter avec, si vous considérez que c'est toujours le noyau de la cellule qui est le cerveau, avec le cerveau. Et c'est ce système nerveux périphérique de la cellule qui, en fait, dans la majeure partie des cancers, est malade. Alors, il est malade soit parce qu'il y a une mutation dans les gènes, soit parce que le métabolisme fait que ça fonctionne plus correctement, soit parce que, par exemple, il y a des signaux qui augmentent, etc. Mais c'est le décryptage de tout ce système d'information qui a permis des grands progrès dans la prise en charge des patients ces derniers temps avec des nouveaux traitements que Tatiana tout à l'heure vous exposera. Alors, bien sûr, il y a des gènes. Je vous dis qu'il y a 300 gènes. Alors, grâce au progrès absolument phénoménal du séquençage de la biologie moléculaire, on sait maintenant qu'il y a des mutations dans des gènes. Alors, là, il y en a quelques-uns, mais globalement, il y a 300 gènes qui sont pro-cancérigènes. Et vous avez des gènes que vous retrouvez chez 50% des patients qui sont mutés, comme le TP53, etc. Vous voyez qu'il y a des gènes qui sont très souvent mutés, mais parce qu'ils sont très précoces dans le développement du cancer. Et puis vous avez des gènes un peu moins fréquemment mutés. Juste un petit focus sur BRCA1, BRCA2. On va y revenir dans mon deuxième topo. C'est un gène qui prédispose au cancer de l'ovaire et au cancer du sein. Vous voyez que sa fréquence d'anomalie retrouve effectivement entre 10 à 15%. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on arrive maintenant à faire une espèce de cartographie par cancer, et au lieu de penser le cancer comme une maladie d'un organe, on va se retourner vers la cellule et essayer d'arriver à trouver l'anatomie pathologique de la cellule au niveau au niveau micro, enfin nano, même nano, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver dans la cellule qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et on se rend compte que parfois une cellule de cancer du pancréas ressemble à une cellule du cancer du sein alors qu'elle est dans le pancréas. On est en train de changer complètement le paradigme et c'est en train d'aller très très vite.
mais j'y reviendrai dans le deuxième tour. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a des mutations dans les gènes. Mais ces mutations dans les gènes, finalement, les 300 gènes dont on a découvert des mutations qui pourraient être responsables de cancer sont en fait regroupés dans 10, quand on a cancer pathway, c'est 10 voies de signalisation, et que c'est des anomalies dans ces 10 voies de signalisation qui font qu'une cellule devient cancéreuse. Donc, d'où l'intérêt de développer des nouvelles drogues, on va y revenir tout à l'heure, que ce soit des anticorps ou que ce soit des nouvelles cellules, pour bloquer ces voies de signalisation. Donc, la cancérologie moderne, c'est on va de moins en moins essayer de tuer les cellules par les rayons, par la chimiothérapie, et essayer de bloquer en fait le système nerveux périphérique de la cellule dans les prochaines années. On revient au macro. Juste ce petit schéma pour rappeler une chose, qui est le cancer, entre la conception et l'âge, c'est un phénomène qui est pratiquement un continuum. C'est surtout pendant notre phase de croissance, puisque c'est à ce moment-là que nos cellules se divisent énormément, puisqu'on passe de une cellule à 10 puissance 14 à 1000 milliards de cellules, on accumule les mutations. Bien sûr, ça continue avec l'âge parce qu'on est exposé à des facteurs extérieurs. Et vous voyez que le cancer, il y a un décalage entre l'accumulation des mutations et le développement du cancer. Donc le phénomène commence très tôt, probablement dès la conception, mais l'apparition du cancer est plus tard. Alors pourquoi? Parce que, encore une fois, des cellules cancéreuses se développent dans un hôte. Et c'est cette hôte qui va faire que la tumeur se développe ou pas. Rappelez-vous d'une chose pour résumer cette heure et demie de cours que je suis en train de vous faire. Le cancer, c'est une maladie inflammatoire, c'est une cicatrice qui ne guérit pas. Une cicatrice normale, vous vous blessez, très rapidement, vous avez des nouveaux vaisseaux sanguins qui arrivent pour envoyer des plaquettes, pour améliorer la cicatrisation, pour que les cellules se divisent, etc., des lymphocytes, etc. Et 3 semaines après, vous ne voyez plus rien. Si la blessure n'est pas trop profonde, sinon il reste une cicatrice. Une cellule cancéreuse est une espèce de cicatrice qui ne guérit pas. À partir du moment où la cellule cancéreuse est là, en fait, vous avez un phénomène d'auto-inflammation qui se met en place. Et vous avez donc des nouveaux vaisseaux sanguins qui vont apparaître. Vous avez le système immunitaire, et Laurent Chaussière va vous en reparler tout à l'heure, qui va essayer de se battre contre les cellules cancéreuses. Et vous avez finalement formation d'une tumeur, puis je vous le rappelle, 10% de cellules dans la tumeur cancéreuse, 90% de cellules du micro-environnement. Donc ce qui fait le volume d'un cancer, ce n'est pas les cellules, c'est le micro-environnement, c'est des cellules normales qui, vous allez voir tout à l'heure, qui sont finalement plus si normales que ça. Et encore une fois, ce fameux switch angiogénique, c'est très important dans la prévention et pour éviter le cancer. Et là, on va se retrouver à devoir parler entre nous, entre thérapeutes et biomédicaux. C'est ce phénomène-là. Les cellules se multiplient, elles se mettent à dormir lorsqu'elles atteignent 2 mm, lorsque la tumeur atteint 2 mm. S'il n'y a pas le switch angiogénique, eh bien, ça peut rester comme ça, et j'espère que je vais mourir à 120 ans, et que tous ces milliers de petits foyers que j'ai dans mon corps ne se développent pas, peut-être par hasard, ou pas forcément par hasard. Il va y avoir ce switch angiogénique, une tumeur qui se forme, et peut-être que je mourrai finalement quand même du cancer, j'en sais rien, mais encore une fois, ce qui est important, c'est le temps. Et donc, on a le temps de faire de la prévention. Et ça va être la dernière partie de mon topo, ça va être cette prévention. Pour aussi, Laurence va vous en parler plus longuement tout à l'heure. Vous avez vu la première barrière. La première barrière, c'est comment je fais pour lutter contre l'inflammation, pour éviter la fabrication des nouveaux vaisseaux sanguins. Dernière barrière, le système immunitaire. Qu'est-ce que je vais faire pour que mon système immunitaire soit en forme? Alors, juste pour repasser les bases, mais pédagogiquement, c'est toujours mieux de répéter les choses, et Laurence va vous les répéter tout à l'heure. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui devient très anormale, qui ne ressemble pas du tout à une cellule normale, et elle va donc fabriquer ce qu'on appelle des nouveaux antigènes. Il y a des molécules, et surtout des protéines, que le répertoire de notre système immunitaire ne connaît pas. Ces nouveaux antigènes, ils vont
déclencher une réaction immunitaire. Vous avez un macrophage qui va prendre le nouvel antigène, qui va l'avaler, qui va le processer, on dit en français, qui va processer, enfin, qui va le transformer, excusez-moi. Et les lymphocytes, les globules blancs, vont venir apprendre, à partir du macrophage, à reconnaître ces nouveaux antigènes. Ils vont passer dans le thymus, dans les organes de maturation du système immunitaire, retourner vers la circulation générale, retrouver la cellule cancéreuse, fabriquer grâce à des systèmes antigènes, anticorps, récepteurs, pardon, à partir de récepteurs, va bloquer la cellule, et si tout va bien, le gentil lymphocyte va bloquer la cellule cancéreuse, mais je n'arrête pas de dévoiler ce que va dire Laurence tout à l'heure. Les cellules cancéreuses sont capables de leurrer le système immunitaire et vont finalement prendre le dessus. Mais si tout va bien, tous les petites lésions dont je vous ai décrites, 2 mm que j'ai partout dans mon corps, mon système immunitaire, il est au top, parce que je vais bien, parce que je fais du sport, parce que je mange bien. Manger bien, ça c'est autre chose. Mais voilà, tout va bien. Mais les petites lésions de 2 mm ne se développent pas. Et puis, il se passe peut-être des choses dans ma vie, dans la vie qui va faire que notre système immunitaire prend un coup et tout s'emballe. Alors, vous avez là la photo, le gentil lymphocyte, tout lisse, tout beau, la méchante cellule cancéreuse, tout est bloqué et la cellule cancéreuse ne se développe plus. Alors, pour terminer et laisser la place à la discussion tout à l'heure, est-ce qu'il y a des moyens, une fois qu'on connaît les bases de la biologie du cancer, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter que le cancer finalement se développe? Alors, depuis que je suis à Dunkerque et grâce à Laurence, Dunkerque, c'est une ville où tout est possible. Il y a plein de choses qui sont possibles et c'est pour ça que je me sens mieux à Dunkerque qu'à Strasbourg. Et puis il y a des rencontres. Il y a des rencontres avec notamment Sandra Pitt, qui est professeure d'activité physique adaptée, qui est la présidente et la créatrice d'une association qui s'appelle Decapulse. Et j'ai mis cette diapositive parce que le 11 octobre 2016, la première conférence grand public que notre association a faite, c'était le sport médicament contre le cancer du sein. Il y a le 4 octobre rose, 250 personnes au Palais des Arts, au Capelle la Grande, 250 personnes qui étaient intéressées par ce sujet-là. Est-ce que je peux éviter d'avoir le cancer du sein grâce au sport? Alors, comment le sport peut-il être, l'activité physique adaptée peut-il être un médicament contre le cancer du sein? Sur les bases de ce que je viens de vous raconter, vous allez comprendre. L'activité physique, on sait maintenant que le manque d'activité physique, donc la sédentarité, augmente le risque de cancer du poumon, cancer du sein, cancer du côlon, cancer d'endomètre chez la femme. Et que 30 minutes d'activité physique par jour suffisante va diminuer le risque de développer ce cancer. Non seulement ça va diminuer le risque de développer le cancer, mais on sait que chez une personne qui a eu un cancer, ça diminue le risque de rechute. Et alors, comment est-ce qu'on s'est rendu compte de ça? Donc, vous avez l'évolution de l'humanité, c'est pire en pire, notamment à cause du confinement, la preuve. Je suis obligé de vous causer devant un ordinateur. La carte de la sédentarité, plus on est sédentaire, plus on a le risque de faire des maladies, toutes les maladies chroniques, pas que le cancer. Et vous voyez que le Nord-Pas-de-Calais, c'est plutôt orange. Vous avez la même carte de l'obésité, la même carte du nombre de cancers, là on serait tout rouge. Parce que c'est une des régions où il y a le plus de cancers, on l'a dit, il y a le plus d'obésité. La sédentarité, c'est moyen, mais c'est parce qu'il y a une grande métropole. À partir du moment où vous regardez toutes les régions, vous voyez qu'en fait, il y a des grandes métropoles quand c'est plutôt jaune. C'est parce que dans les grandes métropoles, les gens ne prennent pas leur voiture, marchent ou prennent des transports en commun. C'est pour ça qu'à Paris, c'est un endroit où il y a moins de sédentaires en France. C'est pas parce qu'il y a plus d'activité physique, pas plus de sportifs. Ce qui est plus grave, c'est les habitudes de vie. Les deux adolescents, on peut faire le pari que celui-ci, qui a 14 ans, 15 ans, 16 ans, a beaucoup moins de risque de faire une maladie chronique dans le temps s'il continue comme ça, qu'il y a un cancer, que celui-là qui est déjà mal parti dans sa vie, parce que non seulement il est en pleine phase de croissance, mais dans une phase de croissance qui n'est pas bonne. Donc il faut effectivement faire la chasse à ça. On sait maintenant qu'il y a effectivement
un lien très étroit entre activité physique, donc d'être non sédentaire, entre le développement de ces maladies, dont je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi que l'obésité, qui est aussi liée à la sédentarité, et encore, c'est encore pire, vous avez tous ces cancers-là, même la vésicule, l'œsophage, etc., qui est augmenté lorsqu'on est sédentaire et obèse. Et un des messages, si vous êtes en surpoids, ne soyez pas sédentaire. On sait que 40 à 50% de risque en moins de décès par cancer du sein à partir du moment où on fait une activité physique adaptée hebdomadaire suffisante. Et c'est quelque chose qui est important parce que beaucoup de médicaments en cancérologie n'ont pas ce résultat. Alors, c'est quoi cette activité métabolique suffisante? Alors, pour les gens qui s'intéressent à l'activité physique adaptée, alors, je trouve qu'à Dunkerque, on fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Et on calcule l'activité physique hebdomadaire en mètres. Alors, peu importe, c'est juste pour vous illustrer, c'est très, très difficile à calculer. Mais les gens qui disent, je fais mon ménage 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, j'ai donc une activité physique, oui. Mais faire du ménage pendant 1 heure, c'est une dépense énergétique de 3. Faire une course à 8 km par heure, qui est la moyenne des Français qui courent, c'est en 1 heure, on dépense 7. Je fais 28 km à l'heure de vélo pendant 1 heure, je dépense 12. Et on sait que la probabilité d'avoir moins de maladies, y compris le cancer, c'est à partir du moment où j'ai dépensé au moins 9 mètres dans la semaine. Donc, pour faire le lien avec tous les thérapeutes qui sont dans la salle, ça c'est des choses que vous connaissez, c'est augmenter le plaisir, faire de l'activité physique, éviter de se mettre devant la télé, faire de la sédentarité. Alors, pourquoi j'ai pas mis les diapositives ici, mais pourquoi ça fonctionne? Parce que l'activité physique, ça va modifier le métabolisme. Et c'est à cause de la modification du métabolisme qu'on a moins de risques à la fois de toxicité au niveau du gène, mais aussi des mitochondries, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Deuxième chose pour faire le lien avec cet après-midi pour les thérapeutes, c'est deuxième conférence qu'on fait souvent à Dunkerque, c'est le mental anti-cancer existe-t-il? Alors, la réponse, je pense que tout le monde, dans les 70 personnes qui écoutent ce que nous sommes en train de dire, sont convaincus que le mental anti-cancer existe. Mais est-ce qu'on a la preuve? Rappelez-vous qu'on a 3 cerveaux. Ça, tout le monde le sait maintenant, en tout cas, les gens qui nous écoutent. On a le cerveau qui est là, on a notre intestin et notre système immunitaire. Et c'est ces 3 cerveaux ensemble qui doivent discuter. Et il y a maintenant une nouvelle spécialité médicale qui existe, qui s'appelle l'immunopsychothérapie. Et on se rend compte, grâce aux découvertes de la médecine ces derniers temps, qu'il y a une discussion constante entre notre cerveau, nos glandes et notre système immunitaire. Et on a décrypté de plus en plus ces choses-là. Et juste pour faire une aparté pour les naturopathes et les réflexos qui sont dans la salle et qui nous écoutent, vous travaillez beaucoup sur cet équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. Et vous voyez que c'est grâce à ce système sympathique et parasympathique qu'il y a une discussion entre notre cerveau, nos lymphocytes, le système immunitaire et nos glandes. Et les Chinois n'ont rien inventé, c'est le yin et le yang, c'est par là que ça passe. Et donc, effectivement, pour se sentir en bonne santé, pour que nos 3 systèmes essentiels, notre système endocrinien, le système immunitaire, le système nerveux, soient en équilibre, et il faut que ça se cause entre eux. Je prends juste un exemple, un cancer du rein. Cancer du rein qui est une maladie, Laurence va y revenir tout à l'heure, qui est une maladie, qui est probablement le seul cancer, enfin un des seuls cancers où le traitement immunitaire fonctionne super bien. Un des premiers symptômes de cancer du rein, c'est la dépression. Il y a énormément de gens qui rentrent dans la maladie avec une dépression importante. Alors, pour terminer et pour laisser la place à la discussion avant la pause, 40% des cancers sont évitables, on l'a dit. Il faut simplement le rappeler. C'est l'alimentation, l'alcool, le tabac. C'est la sédentarité. C'est
l'alimentation, mais à la fois les mauvaises calories et le trop de calories. Et c'est là aussi où, pour moi, le rôle du thérapeute et de l'intégration des deux mondes est important parce qu'on va enfin pouvoir parler d'hygiène de vie et d'hygiène de vie de prévention contre le cancer. Et c'est effectivement probablement, quand on va parler de santé intégrative, mais ça c'est Jean Nivelet qui va vous en parler à 14h, c'est cette intégration entre le mental, le social et le physique qui va faire que nous sommes en bonne santé.